Yaurana Kauhanui. Si le surpoids et l'obésité touchent de plus en plus de Polynésiens, elle a aussi des répercussions importantes sur l'économie locale. Nous allons le découvrir avec nos invités. Nous avons Jean-Luc Lemercier, président de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, qui a beaucoup de choses à nous dire sur les conséquences économiques de l'obésité au Fénois Yarana. Yaurana, merci de cette invitation. Et nous avons de l'autre côté Anne Lerin, médecin conseil de santé publique à la direction de la santé, qui nous parlera finalement des enjeux de l'obésité en Polynésie et des actions de prévention qui peuvent être mises en place, Yarana. Yarana. Alors finalement, aujourd'hui, on parle d'obésité, vous l'aurez compris. Comment l'obésité évolue-t-elle chez les adultes et les jeunes? Quels sont les coûts pour notre société et que fait-on pour prévenir cette maladie? L'obésité, les coûts et la prévention, c'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Infoservice. Dans la publication de la Cour des comptes de mars 2025 concernant la prévention de l'obésité chez les jeunes de 15 à 25 ans, une phrase a retenu toute mon attention. De 2018 à 2023, le montant cumulé des dépenses consacrées par le Fonds de prévention sanitaire et sociale de l'obésité s'élevait à 1,23 milliard de francs CFP, soit 64% des dépenses cumulées de ce fonds qui est de 1,96 million de francs. Ce qui veut dire qu'au-delà de l'aspect sanitaire, l'obésité a aussi des impacts économiques considérables sur notre système de santé local. Mais quels sont les leviers de prévention et comment agir pour inverser cette tendance? Avant de répondre à cette question cruciale, commençons avec Anne. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la prévalence actuelle de l'obésité en Polynésie française? Alors oui, il y a des études qui le montrent. Aujourd'hui, en Polynésie française, un adulte sur deux est en situation d'obésité. Et au niveau des jeunes, il y a eu une étude auprès des collégiens et des lycéens, et un jeune sur quatre est en situation d'obésité. Donc voilà, c'est des chiffres. Par exemple, pour les jeunes, c'est 3 fois supérieur à ce qu'on peut observer en France. Et d'après certains articles qu'on a pu voir ces dernières années, on a l'impression que le problème n'était pas aussi présent il y a ne serait-ce qu'il y a 10 ans, par exemple. C'est le cas? Alors, il y a les mêmes études il y a 10 ans qui nous montrent en fait que c'est toujours un problème actif. On n'a pas de décroissance, on n'a pas réussi à ralentir finalement ces chiffres qui sont assez alarmants. Donc voilà. Ça évolue pas forcément dans le bon sens. Non, ça évolue pas dans le bon sens. Donc il y a une légère augmentation. Mais en tout cas, voilà, le problème est là. Jean-Luc, une réaction? Ce que je peux dire, moi, c'est que sur l'évolution à long terme, au-delà des chiffres, il y a la vision qu'on peut avoir de la société polynésienne. Je suis né ici, il y a bientôt 60 ans, et il me semble, quand j'ai passé ma petite enfance à côté de Tuaotu, que la Polynésie était peuplée de personnes et d'enfants moins obèses, nettement. Alors, c'était peut-être lié à d'autres habitudes alimentaires et on y reviendra, mais je souscris à ce que vient de dire Anne. Il y a une réelle progression et en tout cas, on n'a pas stoppé le phénomène. Et surtout, ce qui est important, c'est que je parlais de 1,23 milliard de francs de 2018 à 2023. Ce sont des chiffres qui font peur pour le système sanitaire. Alors, de Tahiti. Il y a des chiffres même qui font encore plus peur. Aujourd'hui, si on prend l'année 2022, sur les dépenses d'assurance maladie de la Polynésie française, il y a plus de 43 milliards de francs qui ont été consacrés à la longue maladie. Tous les types de longues maladies. Voilà. Et on sait que ça représente 72% des dépenses de longue maladie. Et on sait que dans ces dépenses de longue maladie, il y en a un certain nombre de ces longues maladies qui sont imputables à l'obésité. Le diabète, des maladies coronariennes, c'est-à-dire des problèmes de cœur, des choses comme ça. Donc, on voit bien que au-delà même des dépenses de prévention, après, il y a des dépenses de soins, et celles-là sont très importantes. Voilà. Donc, c'est vraiment un problème financier, mais c'est surtout, quand je parle de longue maladie, c'est un problème humain pour la société polynésienne. En gros, l'idéal, c'est que les Polynésiens vivent plus longtemps pour voir leurs petits-enfants en bonne santé. Dans la publication de la Cour des comptes, pour suivre ce que tu disais finalement, il est dit que chez les jeunes de 18 à 29 ans, 36% des hommes et 47% des femmes sont en situation d'obésité. C'est plus d'un tiers de chaque catégorie. C'est ce que tu disais un peu plus tôt finalement. C'est vraiment des chiffres qui sont de plus en plus alarmants. Tout à fait, c'est vraiment alarmant parce que
finalement, ces jeunes qui sont en situation d'obésité vont grandir et risquent d'avoir des complications et de déclencher des maladies chroniques. Donc, et si on veut bien les soigner, ça veut dire qu'en termes du système, le système de soins doit s'adapter aussi. Ça veut dire plus de soignants, peut-être plus de structures. Donc, il y a un vrai enjeu aussi pour bien soigner les Polynésiens à l'avenir. Donc, ça peut avoir des conséquences à long terme, comme on le dit depuis le début, sur l'économie locale en général. Anne, toujours Oui. Ou Jean-Luc? Non, oui, effectivement. D'ailleurs, nous sommes intéressés aux jeunes parce que les jeunes, c'est à la fois l'avenir éducatif, l'avenir du Fénois, et donc c'est une population sur laquelle il faut travailler. Mais pour dire sur les conséquences générales, il y a des problèmes pour les employeurs. L'employabilité est diminuée quand on est obèse. On ne peut pas faire le même type de travail, ou en tout cas c'est plus difficile. C'est plus difficile pour l'employeur, mais aussi pour l'employé de réaliser sa mission. Donc voilà, ça irrigue non seulement en dépenses, mais après en façon de vivre dans la société. Et dès lors, c'est un sujet qui me semble, au vu des chiffres énoncés par toi et par Anne, qui me semble central au niveau de la Polynésie française. Oui, donc c'est important de pouvoir le souligner. Tu l'as déjà dit, mais on le répète, au-delà de juste l'aspect de santé, de ce que ça peut apporter, il y a une répercussion sur le travail et donc voilà, comme je disais, sur l'économie polynésienne sur l'économie en général. Et d'ailleurs, qui entraîneront peut-être des mesures en matière d'économie, en matière économique, et on pourra en reparler sur la réglementation du taux de sucre, parce que il y a plein de facteurs qui expliquent l'obésité. Il y a même des facteurs génétiques qui aujourd'hui ne sont pas renseignés, mais en tout cas qui sont des hypothèses parmi d'autres. Mais il y a un facteur dont on est totalement certain, c'est le facteur lié au sucre et aux boissons sucrées. Or, là, on sait que les Polynésiens, mais comme dans le reste du monde, et tu m'entendras souvent dire qu'il ne faut pas culpabiliser parce que c'est un contexte global de grossissement de l'ensemble des sociétés. Et donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, essayer d'éduquer et de combattre ce taux de sucre qui est éduquer les jeunes à boire moins sucré et faire en sorte que quand ils en prennent, ça soit un peu moins sucré. J'ai bien conscience que ça peut avoir des répercussions sur certaines entreprises qui sont de véritables succès, et c'est tant mieux, et qui se sont diversifiés. Il n'en demeure pas moins que, d'un côté, ça économisera beaucoup pour la CPS, et donc on aura des gens en meilleure santé et une CPS en meilleure santé. Et en plus de ça, donc, on aura surtout des Polynésiens en meilleure santé. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça le plus important. Je reviens juste sur un point qui était important. Je me tourne vers toi, Anne. Il ne faut pas culpabiliser les Polynésiens, il faut les déculpabiliser. Pourquoi ? Tout à fait. C'est essentiel. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'une histoire de volonté. Si on n'arrive pas à bien manger ou à bouger plus, ce n'est pas juste parce que voilà, on n'a pas de volonté, ça n'a rien à voir. Les causes sont beaucoup plus complexes, plus profondes. Il y a des causes psychologiques. C'est aussi parce que parfois, on n'arrive pas à gérer son stress, ses émotions. Il peut y avoir du mal-être aussi caché. Et que c'est une manière d'étouffer finalement ces émotions-là. Il y a de la génétique aussi, si je ne me trompe pas. Il peut y avoir de la génétique, il peut y avoir des causes aussi médicales qui peuvent être hormonales ou des maladies, des prises de traitements qui font grossir ou même une carence de sommeil. Voilà, donc il y a... Et puis aussi toutes ces causes, on va dire, liées à l'environnement. On ne vit pas tout seul dans une île déserte, on est dans sa famille, dans ses communautés. Et il y a finalement cette manière de vivre. Finalement, l'alimentation, c'est aussi un langage culturel. On dit des choses quand on mange. Et voilà, il y a toutes ces habitudes qui sont très ancrées et qui sont très difficiles à changer parce que voilà, ça concerne toute la famille et toute la communauté. Un mot sur cette déculpabilisation, oui, Jean-Luc ? Bien sûr, mais je rebondis d'ailleurs sur ce que vient de dire Anne sur le facteur culturel. Dans le facteur culturel, il y a bien sûr l'alimentation. Et tout à l'heure, je parlais de la presqu'île il y a 50, 60 ans. L'alimentation n'était pas la même, l'offre de produits n'était pas la même. Et notamment, il y avait plus un retour, il y avait l'utilisation de produits locaux. Je dis toujours, le ourou, son indice glycémique, c'est 3 fois, je crois, inférieur à celui de la pomme de terre classique. Or, les Polynésiens se nourrissaient plus de ourou que de pommes de terre. Donc, il y a aussi ce travail à faire sur l'alimentation et de l'alimentation que l'on propose aux Polynésiens. Donc, c'est pour ça que culpabiliser n'est pas
c'est pas le bon biais, le bon moyen. C'est pas la meilleure solution Non. de culpabiliser les Polynésiens, sachant que toujours dans la publication sur laquelle je me suis basé pour les recherches de cette émission, on y apprend que le panorama familial, l'environnement proche, peut être un vecteur de développement de l'obésité, comme tu nous en parlais tout à l'heure, Anne. Et on parle aussi des modes de vie locaux, c'est-à-dire comme le mat du dimanche, les casse-croûtes à la sortie des établissements scolaires, tout ça, ça peut aussi jouer, Anne? Ah bah, tout à fait, hein. On a tous un rôle important, hein. Ça va du parent à la mamie qui peut donner, voilà, parce qu'elle veut gâter son enfant, elle veut lui faire plaisir, elle peut lui donner des gâteaux au goûter. Voilà, on a tous finalement une part de responsabilité dans, voilà, dans ce qu'on propose, dans ce qu'on amène avec nos jeunes, avec nos enfants. Et peut-être pour rebondir par rapport à cette culpabilité, hein, quelque chose qui me semble très important aussi, c'est souvent, on peut avoir honte d'avoir des kilos en trop. Et cette honte-là, si on la cache à l'intérieur, bah, en fait, on est assez vite bloqué. On n'avance pas. Et à partir du moment où on peut l'accueillir, on peut dire « Oh, Toté, j'ai honte, j'ai des kilos en trop ». Et ben, à partir de là, en acceptant, et ben, on peut engager un premier pas pour pouvoir changer des choses et changer des petites habitudes du quotidien. Ah, c'est intéressant ce que tu nous dis, c'est-à-dire que rester dans une forme de déni, finalement, ça peut mener par la suite à d'autres complications. Alors déni, c'est pas forcément du déni, hein, mais c'est juste qu'on culpabilise, on a honte et du coup on n'ose pas en parler. Et on n'ose pas en parler aux totés, aux soignants. Donc on se dit que tout va bien et que mon enfant va très bien, il est en pleine forme. Et, voilà. Et on n'ose pas faire ce premier pas. Donc il y a une vraie prise de conscience de pouvoir. Et puis voilà, les soignants, ils sont pas dans le jugement. L'idée, c'est qu'ils essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir mieux accompagner les familles à mettre en place des changements. Donc vraiment, l'idée, c'est pas qu'ils pensent qu'on va les juger, qu'on va lui dire faut faire ci, faut faire ça, c'est pas bien ce que tu fais, t'aurais dû bouger plus. Voilà, faire la morale, imposer des choses. On sait que ça marche pas. De toute façon, et puis ça l'amène in fine, et c'est pour ça qu'il faut le traiter le plus rapidement possible, hein, finalement, ça mène in fine à du diabète, de l'hypertension artérielle, des pathologies cardiovasculaires, des cancers et bien d'autres, et encore une fois, des conséquences plus lourdes au-delà de la simple obésité, Jean-Luc? Oui, bien sûr, c'est les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, notamment sur le coût sur le système de santé. Et ce coût, il est bien financé et par les cotisations et par un certain nombre d'éléments. Donc plus on diminue ce coût, plus les Polynésiens finalement auront un système de santé qui puisse survivre. Parce que la société polynésienne va être confrontée, comme beaucoup de sociétés, je l'ai dit tout à l'heure, elle va être confrontée à des mouvements multiples, vieillissement, grossissement, c'est-à-dire obésité, en peu de temps. C'est une société qui a fait sa transition, ce qu'on appelle démographique, il y a un moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'enfants qu'auparavant. Donc, ça veut dire moins de cotisants pour les systèmes. Et donc, plus de gens malades, plus de gens gros et moins de cotisants, ça peut poser un problème de financement. Donc, la lutte contre l'obésité, c'est une lutte pour les gens, mais aussi pour la survie de notre système collectif d'aide et de soins. Donc il faut qu'on puisse en prendre conscience. Est-ce que dans ce sens, Anne, il manque des campagnes de prévention, de sensibilisation, où on est plus ou moins dans la bonne démarche aujourd'hui? Alors en effet, chacun a sa part, on va dire, de responsabilité, et ces campagnes de communication, elles sont importantes pour passer des messages clairs. L'idée, c'est d'avoir aussi des repères sur l'alimentation, l'activité physique. Et donc ces campagnes, elles sont vraiment nécessaires, et en même temps, elles ne sont pas suffisantes. Il y a vraiment cette idée de pouvoir, comme on parlait d'éducation à la santé. Donc cette prévention qui passe par, on apprend à prendre soin de soi, à prendre soin de son corps, de son cœur, de son esprit, voilà, en prenant en compte aussi la famille, l'environnement proche, la communauté. Donc ça passe aussi par développer des programmes d'éducation pour la santé dans les communes, à l'école, voilà, dans les associations. Il y a tout un champ dans la prévention à développer.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il manque aussi des infrastructures, peut-être, que ce soit pour l'accueil, le conseil de toutes ces personnes qui sont en difficulté? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils commencent à avoir ce qu'on appelle des programmes d'éducation thérapeutique, qui sont finalement... c'est une équipe où il y a des différents professionnels formés, médecins, infirmières, diététiciennes, psychologues, éducateurs sportifs ou enseignants d'activités physiques adaptées. Voilà, il y a des équipes qui existent. En Polynésie, la direction de la santé finance 3 de ces programmes. Il y en a un pour les jeunes au Wharitamaho, pour les 5-25 ans. À Taravao, il y en a un autre à partir de 16 ans. Et puis à Raiatea, il y a un autre programme aussi pour les familles sur les îles sous le vent, qui peut accompagner dans le temps, parce qu'on sait que la prise en charge, c'est sur plusieurs années, avec vraiment un suivi qui est régulier pour accompagner les familles à rester motivées pour faire ces efforts pour changer des choses. Donc oui, il commence à avoir finalement des programmes qui se structurent aussi pour mieux accompagner ces jeunes, ces familles et puis ces adultes. Je vois, Jean-Luc, une réaction. Oui, parce que je souscris à ce que dit Anne, bien sûr, mais en rajoutant que ce n'est pas qu'un problème de santé, c'est un problème de santé, et donc le ministère de la Santé est premier, mais c'est en fait un sujet qu'on doit aborder sur tous les plans ministériels. C'est-à-dire que le ministère de la Jeunesse et des Sports doit être concerné, puisque les jeunes dans le sport luttent contre l'obésité, d'une certaine manière. C'est un sujet qui concerne les municipalités, les repas offerts aux jeunes qui sont scolarisés. C'est un sujet qui peut concerner aussi, je l'ai dit, dans le domaine de réglementation de certains produits, le ministère de l'économie aussi. Donc, on a une politique dont le pivot est bien sûr la politique de santé, mais autour de laquelle gravitent et doivent graviter toute une série d'autres acteurs, d'autres ministères et d'acteurs locaux. C'est pour ça que je parlais des communes. Anne a parlé des associations, etc. Donc, c'est un problème qui doit être pris à bras-le-corps par l'ensemble des Polynésiens, d'autant qu'il s'adresse à l'ensemble des Polynésiens aussi. Et ça permet finalement de répondre à la prochaine question que j'allais te poser. C'était les priorités à venir. Finalement, il n'y en a pas qu'une seule. C'est plusieurs actions qui doivent être menées de concert. Bien sûr, c'est plusieurs actions qui doivent être menées de concert, y compris d'ailleurs des actions... Alors, il y en a une, c'est avoir une connaissance exacte du phénomène. Je crois que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, encourage à faire des études de 3 à 5 ans sur ce phénomène d'obésité. Là, on avait les dernières études, là, il y en a qui viennent de sortir, mais pendant un petit moment, on n'a pas eu des études avec cette périodicité. Or, on ne combat un phénomène que si on connaît bien ce phénomène. Donc, d'abord, il y a un premier acte, c'est bien connaître ce phénomène, et après, agir, mais ça ne peut pas être qu'une action, ça peut être une multitude d'actions. Et j'en reviens 30 secondes sur le problème de la culpabilisation qui me paraît quand même première. On peut aussi imaginer, sans que ça soit non conforme aux règles de l'OMS, un système de prise en compte locale de l'obésité. Je m'explique. L'obésité, selon certains standards internationaux, c'est soit un rapport taille-poids, soit un tour de taille. Et les Américains ont choisi de changer le tour de taille. Ils ont constaté un grossissement de la population, mais ont estimé qu'on pouvait aller jusqu'à un certain niveau sans que ça ait les conséquences aussi dramatiques que celles que l'on entend parfois ou que l'on voit parfois. Donc, il peut aussi y avoir ces réflexions sur c'est quoi l'obésité en Polynésie et qu'est-ce qu'on aurait comme éléments locaux de prise en compte de cette obésité. Et est-ce qu'on a des solutions actuellement aussi, des solutions bien sûr médicales, au Fénois, je parle bien. Anne, j'ai entendu parler d'espoir comme les traitements médicaux plus modernes, comme la chirurgie bariatrique. Qu'est-ce que c'est ? Alors la chirurgie bariatrique, c'est une opération au niveau de l'estomac. On réduit finalement la possibilité d'entrer beaucoup d'aliments dans le corps. Donc voilà, on peut manger seulement des petites quantités d'aliments. Alors ça, a ses avantages parce qu'on perd rapidement du poids et donc c'est assez rapide, on perd beaucoup de poids. Après, ce qu'on sait, c'est qu'à moyen terme et long terme, si ce n'est pas associé à un changement d'habitude aussi alimentaire, est-ce que du coup je mange plus équilibré, d'activité physique, on sait que les gens reprennent du poids après. Donc c'est
C'est pas une solution miracle finalement. Non, on n'a pas la baguette magique pour l'obésité, on n'a pas de solution miracle qui marche. Donc ça peut être une stratégie intéressante pour certaines personnes, mais ça se discute vraiment au cas par cas avec le médecin. Voilà, parce qu'il y a aussi des inconvénients. Voilà, donc on fait la balance des bénéfices et des risques et on voit si c'est intéressant ou pas pour la personne. Donc finalement, oui Jean-Luc, une petite réaction déjà sur ça. On en revient finalement, non pas à la meilleure solution, mais une des solutions qui est pérenne, qui peut s'intégrer dans le long terme, c'est la solution de l'éducation des jeunes. Parce que c'est eux, si vous les avez, entre guillemets, bien éduqués sur le plan alimentaire et qu'ils ont eu une diversité d'alimentation, qu'ils ont une modération d'une certaine alimentation, etc., eh bien, ils auront de bonnes habitudes qu'ils reproduiront auprès de leurs enfants eux-mêmes et qui leur permettra, finalement, sur du très long terme, d'être en meilleure santé. Les solutions médicales sont des solutions lorsque la santé du patient se dégrade ou arrive à un stade difficile. Voilà. Mais la première des solutions, pour moi, c'est la prévention. Et la prévention, je ne dis pas qu'il faut laisser les autres populations tomber, mais la prévention sur les jeunes. Voilà. Donc finalement, ça devient un problème qui n'est pas que individuel, qui est plutôt sociétal. C'est un problème de santé publique majeur, avec des impacts non seulement sur la santé des individus, comme on l'a déjà dit, mais aussi de l'économie locale. Pour finir cette émission, c'est notre rendez-vous au quotidien. Vos questions express avec Mathieu Lanjaré, diététicien et nutritionniste en images. Et Yoranantatao, Mathieu, je me présente, diététicien. Il y a en tout, au bas mot, une trentaine de facteurs au minimum, qui vont pouvoir venir influencer et jouer sur la physiologie de la masse grasse et qui vont être individuellement plus ou moins présentes chez les personnes. Typiquement, on a effectivement l'alimentation, on a l'activité sportive. Il y a certains de ces facteurs-là, du coup, dans les 31, qui sont très peu connus encore au niveau scientifique. Je pense notamment, c'est de plus en plus documenté, c'est de plus en plus à la mode, mais du coup, le microbiote, on commence à peine à commencer à comprendre certains fonctionnements au niveau du microbiote. On a les facteurs génétiques et un nouveau champ de recherche aussi, depuis quelques années quand même maintenant, mais qui est l'épigénétique. Et en tout, on va avoir tous ces facteurs qui vont avoir des interactions et qui vont jouer directement ou indirectement, comme par exemple l'urbanisme aussi, typiquement sur la physiologie de la masse grasse des individus. Donc, si le fait de juste manger, bouger suffisait, ça se saurait, et c'est une vision qui peut être parfois un petit peu réductrice du problème complexe que peut être là ou les différentes obésités. Et ben, plus grand piège, c'est les régimes tout court. Parce qu'effectivement, il y a notamment une étude qui est sortie en 2010 où il y a 35-40 régimes qui ont été étudiés différents pour voir un petit peu les fonctions à la fois sur le poids et sur d'éventuelles carences nutritionnelles que ça pourrait engendrer. Ça marche très très bien à court terme. Au bout de 3 à 6 mois, peu importe le régime que vous choisissez, le poids descend. Sauf que c'est une catastrophe, une véritable catastrophe à moyen et long terme, puisqu'à 1 an à 2 ans, on passe de 80 à 95% de taux d'échec, et avec pour quasiment la moitié des personnes, le retour à un poids d'avant, et l'autre moitié des personnes à un poids supérieur qu'avant n'importe lequel des régimes essayés. Donc c'est une catastrophe sur la corpulence et sur la masse grasse. Sur la question du poids et de la physiologie de la masse grasse de manière générale, le fait de ne pas avoir une masse grasse qui monte ou tout simplement de pouvoir la stabiliser ou parfois qu'elle descende, va plus tenir au fait d'écouter ces signaux internes qui permettront tout naturellement et individuellement de réguler. Ça peut paraître simple, mais parfois c'est pas si évident à remettre en place et à renouer, et donc le mieux c'est de se faire accompagner par quelqu'un dont c'est le métier et qui pourra vous aider vers ce chemin-là. De retour sur notre plateau, comme d'habitude, on vous donne les meilleurs sites et les meilleures références pour vous aider sur le sujet d'aujourd'hui. Et on commence déjà par le site de la direction de la santé, www.service-public.pf/dsp. C'est logique vu le sujet, vous avez divers articles sur le surpoids et l'obésité en général, des prestations de psychologues dans le cadre de la prise en charge de l'obésité. Comme nous le disait Anne, l'aspect psychologique peut avoir un impact. Ou encore, vous avez l'enquête EA Piahi Santé Jeune de 2024.
Deuxième site, dans la même idée, sur le site de la Cour des comptes, donc www.ccompte.fr. Vous avez un dossier sur la prévention de l'obésité chez les jeunes 15-25 ans en Polynésie française, sorti en mars 2025. C'est d'ailleurs sur ce dossier, cet article, que je me suis basé pour pouvoir réaliser cette émission. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tout ce travail fourni par la Cour territoriale des comptes. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir participé à notre émission. Merci à toi et Nana. Et merci beaucoup Anne pour toutes finalement ces idées qui peuvent permettre à certaines personnes à faciliter leur chemin vers une sortie de l'obésité. Merci beaucoup. Et encore une fois, on n'oubliera pas qu'on n'est pas là pour culpabiliser les gens, oublier cet aspect-là. Et c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Manava. En attendant, très bonne soirée sur TNTV. Maururu itotatu farerir a Trahoma Parhena.